Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous connecter aujourd'hui à ce webinaire. On va parler SCPI Tourisme à l'heure des Jeux Olympiques. On a le plaisir d'accueillir Grégory Sopelza, directeur général associé fondateur d'Atrim Hotel. Bonjour Grégory. Bonjour Marc et bonjour à tous. La présentation, on va la faire très brièvement. Je vais juste vous mettre ce petit écran ici. Voilà, si vous voulez être en page principale, vous avez la possibilité, en fait, juste à côté de votre petite icône rouge, vous avez trois petits points, vous cliquez dessus, vous choisissez modifier la mise en page et vous avez la possibilité de mettre en mode projecteur ce webinaire de manière à ce que vous puissiez voir en plus grand les informations qui seront diffusées. Voilà, ça c'est le petit point technique. Une fois qu'on a dit ça, Grégory, je vous laisse vous présenter trois petites minutes et puis ensuite on va lancer les hostilités. Avec plaisir Marc. Donc, bonjour à tous, Grégory Sopelsa. Je suis le directeur général et cofondateur d'Atrim. Atrim, on est une société de gestion donc qui a 16 ans d'existence. Et notre particularité, alors on gère 4 milliards d'actifs à travers une trentaine de fonds, mais ce qui nous caractérise, c'est qu'on est investi très largement. C'est la plus grosse part de nos actifs dans l'industrie de l'hôtellerie et du tourisme en Europe. Et j'y reviendrai, mais on a choisi de bâtir des solutions d'épargne en fait adossées à une vision industrielle qui est celle de la croissance structurelle de l'industrie du tourisme en France et en Europe. Et encore une fois, j'y reviendrai, mais on est sur un territoire de prédilection où finalement la France et l'Europe sont championnes du monde dans l'industrie du tourisme. C'est une des rares industries avec le luxe, avec l'aéronautique, où on est des territoires finalement d'attraction. Et ça a du sens d'adosser une épargne, une solution d'épargne sur cette industrie, puisque la croissance de l'industrie, et on va le voir, génère de la croissance sur nos produits immobiliers, à la fois en termes de taux de distribution, de valorisation. Et donc, on a bâti notre expertise sur cette classe d'actifs particulière. Ok, d'accord. Alors, on va regarder tout ça dans le détail, parce qu'on a une actualité assez chargée sur cette thématique. Je vais me présenter aussi pour ceux qui ne me connaissent pas. Marc Sartori, je suis le président fondateur de la société Deept Invest. Deept Invest, c'est à la fois un cabinet d'analyse financière, on est spécialisé sur les SCPI, et on est aussi une fintech. Je vais vous présenter ça un petit peu plus dans le détail. Notre planning du jour, donc ça va être, on va faire un focus sur le marché du tourisme et puis on va aussi ensuite derrière faire un focus sur les SCPI du secteur tourisme et je passerai ensuite la parole à Grégory pour qu'il puisse nous détailler Atrim dans ce contexte à l'heure des JO, avec ou sans les JO. On va voir justement si ça a un impact sur l'activité en tant que telle. Alors, nous, rapidement, Deept Invest, qui on est, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je disais tout à l'heure, on est à la fois une fintech, vous allez voir, on a pas mal d'outils et de solutions technologiques qui sont mises à disposition. On a pris un statut un peu particulier sur le marché puisqu'on ne vend pas de part de SCPI. Donc, on a un statut d'analyste financier indépendant. Notre positionnement, c'est de démocratiser les fonds SCPI et SCI en fournissant des informations. Et comme on est un analyste indépendant, on doit fournir le même niveau d'information à l'ensemble des acteurs. C'est pour ça qu'on va travailler avec les particuliers, on va travailler avec les CGP, on va travailler aussi avec les gérants, les plateformes, avec des réseaux de CGP aussi, CGP entrepreneurs et d'autres acteurs de ce profil. Et en fait, on a déployé au cœur de toute cette techno, on a une énorme base de données et on a déployé des algorithmes pour essayer justement de simplifier l'approche de ces fonds en prenant en compte tout un tas de paramètres sur la partie performance financière et aussi sur la partie performance durable. Et donc, on a à l'heure actuelle un peu plus de 1200 inscrits et on a déjà passé les 40 millions d'allocations qui ont été simulées en 2023. Et je crois qu'on a passé les 100 millions là, en cumulé sur 2000 depuis l'origine avec ce qui se fait depuis 2024.
Donc, nos analyses sont disponibles. On a des notations qui sont sous la forme de petits macarons, des petits index durables qui sont des notations sur 100 points. Et puis, on a donc des outils pour comparer les fonds les uns avec les autres, du géomapping, puisqu'on va, on va géolocaliser l'ensemble du patrimoine des SCPI, des portefeuilles qu'on peut suivre. Il y a aussi une possibilité de faire des allocations de portefeuille via notre outil. Et on fait aussi des audits de marché sur mesure. Alors, à la fois auprès des institutionnels, s'ils nous le demandent, ou des CGP qui, lorsqu'ils font des allocations, peuvent avoir parfois un peu des questions qui se posent sur tel fonds ou tel fonds. On vient leur décortiquer les analyses, pas leur préconiser des allocations, mais leur décortiquer les analyses. Voilà, donc la dernière nouveauté qu'on a mise en place, alors il y a beaucoup de choses, mais dans l'importation de portefeuille, on a mis en place ces petits outils de points d'attention en fait qui mettent en évidence lorsqu'il y a des problèmes de liquidité sur les seconds marchés, lorsqu'il y a des problèmes d'autres éléments qui sont pour attirer l'attention des CGP lorsqu'ils ont créé leur portefeuille, de manière à ce que très rapidement et très simplement ils puissent voir les risques éventuellement qui peuvent se mettre en place sur leur portefeuille. Alors, on fait des petits sondages parce que comme ça nous permet de aussi identifier l'ensemble des acteurs qui sont présents avec nous aujourd'hui. Alors, je vais lancer le premier sondage. Donc, le premier sondage, il porte sur euh, quel sera l'impact des JO 2024 sur l'activité touristique selon vous. Alors, on est toujours un peu caricaturaux, hein, évidemment, dans nos questions-réponses, mais l'idée, c'est aussi de pouvoir vous positionner. Donc, première possibilité très fort, les JO, c'est une aubaine économique et d'investissement qui va bénéficier à tout le secteur pour longtemps. Deuxième possibilité fort, mais de courte durée, la dynamique du marché retombera rapidement après les Jeux passés. Et puis, troisième item, aucun impact. La France est déjà première destination touristique au monde. Avec ou sans JO, ça ne changera pas grand-chose. Pour voter, c'est très simple. Vous allez en bas à droite, vous avez triangle carré rond, vous cliquez dessus, vous choisissez sondage. Et dans sondage, vous allez avoir la possibilité de voter pour l'une des trois questions. Alors, pour l'instant, c'est plutôt de courte durée qui domine. Bon, on va laisser encore une minute le temps à tout le monde de voter. Bon, alors, bon, alors c'est très équiréparti du coup dans les votes, mais on a quand même un impact très fort avec un secteur qui va être dynamisé pour longtemps. Alors, on va regarder ça un peu plus dans le détail. Alors, on a essayé de mettre deux, trois éléments pour dresser le tableau du tourisme en France. Alors, le tableau du tourisme en France, on est première destination mondiale en termes de nombre de visiteurs au niveau international. C'est quand même pour un petit pays, c'est quand même comme le nôtre, enfin un petit pays géographique comme le nôtre, c'est quand même une palme qui est assez intéressante et elle est quand même là depuis un certain temps. Alors, il y a des fluctuations d'une année sur l'autre, mais globalement, on est quand même plutôt pas mal positionné. On a un patrimoine effectivement qui est très étendu, c'est ce on va pouvoir regarder ça dans le détail avec Grégory juste après. À la fois en termes on a du littoral, on a de la montagne, on a aussi des zones urbaines, donc ça c'est quand même assez intéressant. 94 millions de touristes, 442 millions de nuitées en 2019, qui était la référence, puisqu'il y a eu le Covid qui a eu un impact très substantiel sur l'ensemble de ces activités. Et on a quand même un recovery extrêmement fort et puissant, puisqu'en 2023, on est à plus de 100 millions de visiteurs, 100 millions de visiteurs en France. Donc le Covid, la parenthèse du Covid est bien fermée. On a aussi des vacanciers français qui représentent une part très importante des recettes touristiques. Et puis, on a un secteur économique qui représente entre 7 et 7,5% du PIB et qui est en train de monter jusqu'à 8% en 2023. Donc, c'est un secteur qui compte, 320 000 entreprises qui y contribuent. Et on vous a remis la répartition géographique. Clairement, bon, on a une grande dynamique Île-de-France et on va regarder justement cette dimension avec les JO. En termes de nuitées, vous voyez que l'Île-de-France est quand même extrêmement puissamment représentée, mais on a aussi d'autres secteurs, d'autres zones qui sont tout aussi
tout aussi important, évidemment les secteurs alpins, mais aussi les secteurs littoraux, avec, et puis aussi on a des capitales du type capitale métropole, du type Lyon, capitale régionale, Lyon ou encore Strasbourg ou Nantes, qui sont quand même extrêmement présentes. Alors, il faut quand même en parler, parce que on s'en était fait l'écho l'année dernière. Pardon, excusez-moi, avec la dimension Covid qui a été très clairement très forte et qui a été assez puissante sur les années 2020 et 2021, mais avec des dispositifs qui ont permis de ne pas justement détruire tout le tissu industriel et économique qui était en place. Et c'est ce qui a permis une récupération aussi forte et aussi rapide, puisqu'il n'y a pas eu à repartir de zéro, avec encore certains segments touristiques qui ne sont pas encore complètement revenus. Les Chinois, même s'ils sont en train de revenir en force, les Américains qui sont maintenant présents, avec un plan de relance qui a été quand même extrêmement puissant pour mettre tout ça en place. Alors après, dans le détail, si on regarde en termes de montant d'investissement, c'est toujours intéressant de regarder, dans quel marché se positionnent les SCPI. Alors là, on s'est intéressé uniquement à la France, mais vous voyez qu'on est quand même sur des montants d'investissement qui sont extrêmement substantiels. On est en 2022, on avait dépassé les 3 milliards d'investissements. Alors, l'Île-de-France a sa part, mais les régions, on voit aussi que les régions ont aussi une part extrêmement importante dans cette évolution-là. Et puis 2023, même si c'est un marché, le marché globalement, les marchés de l'immobilier ont été impactés très fortement par tout ce qui était augmentation brutale et rapide des taux d'intérêt. On voit quand même que les investissements se sont maintenus à des taux qui sont quand même assez substantiels sur 2023, et on a les premières pistes sur 2024 qui semblent être plutôt bonnes. Grégory va nous détailler tout ça probablement juste après. Les JO, dans ce contexte, ils viennent en fait se surrajouter à une situation qui est déjà extrêmement dynamique, extrêmement positive. Alors, on a essayé de trouver des informations, alors ce qui est toujours un peu compliqué, parce que c'est un peu on est encore dans l'expectative, même si ça se rapproche très fortement. On n'a pas encore une vision totale et complète. Lorsqu'on regarde, vous voyez, on avait deux scénarios qui ont été posés, et globalement, on était quand même sur une dynamique qui était quand même assez forte pour. Alors, non porteur de billets veut pas forcément dire qu'ils n'iront pas du tout, mais en tout cas, ce sont des gens qui ne sont pas venus que pour ça, ou qui étaient déjà sur le chemin de venir. Donc, on attend des volumes. Alors, on va voir ce qui va se passer au bout du compte, parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'incertitudes, évidemment, sur tout ce volet-là. Mais il y a énormément de visiteurs qui sont attendus spécifiquement pour cet événement. Alors, on a essayé de mettre en avant aussi le fait, alors bon, c'est les JO Paris 2024, mais on a quand même un certain nombre d'actions d'événements et d'activités qui vont se dérouler non pas que sur Paris, même si Paris est effectivement une plaque assez importante dans cette dimension. On voit clairement, alors on a été évidemment, tout le monde a entendu parler du Surf at Tahiti, je pense que voilà, on est clair sur ce volet-là, mais on a quand même pas mal de choses entre le foot, il y a du tir aussi dans le centre de la France, enfin on a du hand sur l'île, voilà, il y a quand même pas mal d'autres activités qui sont déployées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Effectivement, l'Île-de-France, en termes de nuitées disponibles, on est sur 276 500 nuitées au global sur l'Île-de-France. Et puis après, vous voyez qu'il y a des zones qui sont pratiquement assimilées à l'Île-de-France qui vont venir rajouter. Et donc, voilà, on a des taux d'occupation journaliers. Alors là, on est entre 50 et 70, mais vraisemblablement, ce sont des projections. Et si tout se déroule bien, on devrait être très nettement au-dessus de toute cette partie-là. Alors, donc une dynamique extrêmement importante, avec un élément quand même assez structurant de ces JO,
c'est la volonté, du moins c'est ce qui a été affiché, de ne pas se lancer dans des investissements en infrastructure absolument colossaux, puisqu'en fait, en termes de sites et de compétition et de sites de compétition, il n'y en a qu'un seul qui est sorti de terre. Tous les autres étaient plus ou moins existants, ont été à réaménager, mais ils étaient quand même existants. Et puis sur tout ce qui est environnement, alors infrastructure, parce que évidemment le tourisme marche aussi beaucoup avec l'infrastructure. Alors, il y avait beaucoup de lignes. Les JO sont venus percoler toute la dimension Grand Paris et tous les investissements qui ont été réalisés dans le cadre du Grand Paris. On a une ligne qui est opérationnelle, la ligne 14, ou qui va être opérationnelle dans les prochains jours, qui est vraiment dédiée sur cette partie-là. Mais globalement, on a quand même des JO cette fois-ci qui sont assez sobres en infrastructure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des investissements qui ont été réalisés par toute l'hôtellerie, tout le secteur du tourisme pour se mettre en bon état de marche. Mais globalement, on n'a pas des dépenses somptuaires qui ont été réalisées dans des secteurs où il n'y aurait pas forcément de quoi renouveler et réadapter l'ensemble des sites qui ont été déployés. On vous a mis ici, pour mémoire, le site qui sera un peu emblématique, qui va être retransformé juste après, avec pas mal de logements sociaux, toute une dimension qui devrait permettre de réutiliser l'ensemble des infrastructures construites pour éviter justement ce qui a pu se passer en Grèce ou dans d'autres pays où on s'est retrouvé avec des infrastructures qui n'étaient pas forcément utilisées derrière. Seconde partie, second sondage. On continue notre focus cette fois-ci plus sur les SCPI. Donc, les SCPI tourisme trouvent-elles leur place dans vos allocations de portefeuille? 3 possibilités. C'est une ligne majeure dans mes préconisations à mes clients. Première possibilité. Seconde, c'est une piste de diversification dans mes allocations, mais je ne l'utilise qu'avec précaution. Excusez-moi. Et puis, troisième partie, c'est un segment trop risqué, par exemple, vu ce qu'on a pu constater avec le Covid, qui va à l'encontre de ce qu'est une SCPI, un placement à risque limité. Voilà, je vous laisse voter. Donc, toujours pareil pour voter. En bas à droite, les 3 petits triangles. Dans le sondage, vous cliquez sondage et vous avez la possibilité de choisir ce que vous le souhaitez. Donc, a priori, c'est la deuxième partie qui l'emporterait, segment de diversification, mais qui est utilisé avec précaution. Grégory, il va falloir être persuasif. Allez, on passe à la dernière partie pour ce qui nous concerne. On va faire un rapide tour. Ça va donner aussi l'occasion de présenter les outils qu'on utilise. Je vais mettre ça en plein écran. L'idée, c'était de présenter le segment des SCPI. Donc ça, c'est tout ce que vous allez voir, c'est issu des baromètres des SCPI, baromètres Deep Invest des SCPI qui sont à disposition et qui peuvent se mettre à jour, qui sont mises à jour automatiquement trimestre après trimestre et puis une fois qu'on passe chaque année. L'idée, c'était de montrer en termes de capitalisation les différents acteurs qu'on a sur le marché. Donc, 3 grands acteurs, Atrim, qu'on a aujourd'hui, Perial, juste un petit peu au-dessus, et puis Aestiam, qui est le 3e acteur sur cette dimension, et avec deux grands fonds qui sont donc Atrim Hotel, dont on va parler juste après, et puis PF Hospitalité Europe, qui a une dimension beaucoup plus européenne, et avec Capgemini aussi, dont on fait mention. Alors, ce qui est intéressant dans ces éléments qu'on met à disposition, c'est que vous allez aussi pouvoir regarder, en fait, on fait ce qu'on appelle des focus, évidemment, par gérant, mais avant ça, je vais quand même vous montrer en termes de taux de distribution, parce que c'est ce qui est intéressant. Si on regarde l'évolution du taux de distribution sur les 2 dernières années, vous voyez que janvier 2022, on était encore en phase de recovery par rapport à la période Covid, et puis on voit clairement qu'on est revenu à une situation tout à fait stable sur ce segment de hôtellerie-tourisme. Et c'est ce qui est à noter. Je peux aussi vous parler sur la partie taux d'occupation financier, parce que c'est aussi recalculé trimestre après trimestre. Donc là encore, vous voyez qu'on était
fin 2021, enfin tout le premier trimestre 2022, on était sur sur la queue du Covid entre guillemets, c'est-à-dire fin des problématiques Covid. Et puis on est revenu sur des taux d'occupation financiers qui sont à plus de 100%, donc quand même extrêmement puissants. Et puis derrière, alors je vais faire, comme on a aujourd'hui Atrim qui est présent autour de la présentation, donc ça un focus qu'on fait pour chaque en fait SCPI. Vous avez juste à choisir la SCPI qui vous intéresse. Alors, on a parlé de beaucoup de choses sur l'année 2023, des problèmes de collecte, etc. Donc, ce qui est intéressant de regarder, par exemple, c'est ce qu'on suit nous trimestre après trimestre, c'est par exemple l'évolution du nombre de parts qui sont cédées. Donc, on voit clairement qu'il y a une dynamique de vente qui s'est passée sur le marché, et Atrim a été aussi dans ce cadre-là, puisqu'on était sur un volume qui était quand même particulièrement faible sur l'année 2022. 2023, on a un volume qui a été beaucoup plus important. Ceci étant, et c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est le deuxième item, un des indicateurs qu'on suit nous très régulièrement, c'est ce qu'on appelle la liquidité du second marché, ce qu'on appelle chez nous les délais de cession. Alors comment est-ce qu'on calcule ça? En fait, on va regarder le nombre de parts qui sont présentées sur le second marché, et puis on va regarder la vitesse à laquelle ces parts se vendent. Donc là, vous voyez, pour Atrim, zéro, c'est la liquidité absolue, c'est-à-dire que globalement, il y a eu on a vu qu'il y a eu un volume plus substantiel de parts qui ont été présentées à la vente, mais globalement, tous les gens qui ont souhaité sortir du fonds en sont sortis, ce qui n'a pas été le cas quand même pour l'ensemble des acteurs sur l'année 2023, parce qu'on a quand même certains fonds qui ont été assez problématiques sur cette dimension-là. Donc voilà, donc bon, sur Atrim, vous êtes là, mais c'est pas que parce que vous êtes là, mais globalement, ça s'est plutôt pas mal passé. Alors, Pardon Marc, pour rebondir sur le sujet, hein, on avait sur 2023 des demandes de rachat d'un seul acteur, qui est une SCI bien connue sur le marché. Et voilà, qu'on a traité, mais sinon on a quasiment pas de, de demande de retrait de la part du grand public. Voilà. c'est pour ça qu'on a des volumes, mais c'est aussi un choix, d'acteurs entre guillemets, parce qu'on a certaines SCPI qui ont mobilisé énormément via assurance vie, etc., qui se sont fait un petit peu, on va dire, rattraper entre guillemets par des flux extrêmement importants, et qui, même si elles avaient des capitalisations qui se comptaient en milliards d'euros, se sont retrouvées un petit peu coincées sur certaines demandes de vente. Alors, il y a une main qui s'est levée. Si vous avez des questions, soit vous ouvrez vos micros et on peut les prendre au fur et à mesure, ou sinon, on les prend en fin de période et vous pouvez les poser en termes de chat. Il y a un petit icône en bas à droite où vous pouvez poser vos questions dans le chat directement si vous le souhaitez. D'accord, très bien, merci. Alors, si votre micro est ouvert, si vous avez une question, on peut vous prendre votre question si c'est directement lié dans le portrait robot. Oui, je vous remercie. Allez-y. Ma question était la suivante. Comment est-ce que vous assuriez la liquidité et sur quelle durée? Est-ce qu'il y a vraiment un marché secondaire qui était dynamique, ou bien il y a une poche de liquidité assez importante dans le cadre de cette SCPI? Alors non, la liquidité, bonjour, la liquidité Bonjour, s'opère merci. par les souscriptions en fait, hein, qu'on a chaque mois. Donc D'accord, qui ok. viennent. Donc il y avait tout de même une demande assez importante sur le marché secondaire sur cette SCPI. Alors, sur le marché secondaire, en fait, le marché secondaire, c'est des rachats de parts. Oui. Nous, sur le marché secondaire, il y a aucune transaction sur le marché secondaire. On a eu des demandes de rachat, effectivement, et à 90% qui provenaient d'un acteur, une SCI qui était présente notamment sur notre fonds, mais sur beaucoup de fonds sur le marché. Et donc qui a fait cette augmentation de demande de rachat en 2023 par rapport à 2022. Mais l'ensemble de ces demandes ont été servies par les souscriptions. J'avoue que la collecte brute de notre SCPI était en forte progression en 2023 par rapport à 2022 et est encore en forte progression en 2024 par rapport à 2023. Donc on est en fait un peu à rebours du marché sur ce contexte-là. Bon, c'est vrai qu'on a eu une réduction de la collecte suite à l'épisode du Covid, mais nous, on est en redémarrage fort, en tout cas en collecte brute, depuis 2022.
Et en dépit d'une augmentation des retraits liés à cet acteur en 2023, on continue d'avoir une progression aussi en collecte nette. Parfait, merci. Et puis du coup, derrière, pour terminer, alors c'est pareil, c'est quelque chose qui est extrêmement surveillé, qui a été extrêmement surveillé. Et puis Grégory, je pense que vous aurez une réaction aussi là-dessus. Alors soit tout de suite, soit au cours de votre présentation, au choix. Mais ça, c'est ce qu'on appelle le tunnel de valorisation qu'on fait pour l'ensemble des fonds du marché. Alors, le tunnel de valorisation, juste pour mémoire, comment est-ce qu'il est calculé? Donc, il s'applique que pour les SCPI à capital variable, première étape. Et puis, deuxième étape, donc vous avez euh, qui est calculé la valeur de reconstitution, qui reprend en fait l'ensemble des investissements qui seraient à réaliser pour reconstruire la SCPI à la date de l'estimation, y compris les frais annexes. Et donc, en fait, dans cette valeur de reconstitution, eh bien, ensuite, le gérant calcule son tunnel de 10%. Donc, la valeur de reconstitution chez nous, c'est la courbe verte. Et l'espace vert, c'est ce qu'on appelle le tunnel de valorisation, plus ou moins 10% par rapport à cette valeur de reconstitution. Et donc, vous avez en orange la valeur d'acquisition. Et cette valeur d'acquisition doit se situer réglementairement dans ce tunnel de 10%. Et donc, en fait, vous allez nous confirmer tout ça, Grégory, mais globalement, ce qu'on peut lire à cette lecture, donc il y a des fluctuations sur les valeurs globalement, sur les valeurs qui sont les valeurs de reconstitution, mais globalement, on est en position un peu conservatrice sur la valeur d'acquisition. Donc, ça laisse une marge assez intéressante alors réévaluation potentielle, peut-être pas, vous allez nous confirmer ça, mais en tout cas, on est dans le bas du tunnel de reconstitution, ce qui est plutôt intéressant pour une SCPI, parce que ça veut dire qu'on n'est pas là où, si on est dans cette zone-ci, on commence à avoir quelques sueurs froides quand on est gérant, puisque quand on est sur le haut du tunnel, ça veut dire que quelque part, il va y avoir des réajustements de valeur de part qui peuvent potentiellement se faire. Donc voilà, globalement, on est quand même sur une SCPI qui a un comportement plutôt avec potentiel, on va le dire comme ça. Non, mais exactement, et ça rejoint complètement le sujet de quelque part du transfert de création de valeur entre celui de l'industrie, c'est une industrie qui a très bien fonctionné, structurellement et notamment les 2 dernières années, et ça se ressent, je disais, dans la valeur immobilière, à la fois dans les taux de distribution et également sur les valeurs de reconstitution. Donc les bonnes performances de nos locataires nous permettent, parce qu'on est sur des baux de longue durée fixes et indexés, mais néanmoins, on a pu passer des indexations fortes parce que nos locataires eux-mêmes augmentaient leurs prix de façon très conséquente sur ces 2 dernières années. Et le fait d'avoir des loyers plus élevés permet d'avoir un meilleur taux de distribution et permet aussi, en valeur d'expertise, d'avoir un effet positif qui vient compenser l'effet négatif de la hausse des taux qu'on a pu constater sur l'ensemble du marché. Donc, dans un contexte de hausse des taux, ce qu'on peut dire, c'est que oui, on a eu un petit impact sur notre valeur de reconstitution, mais de l'ordre de 2%, et on reste à peu près 5% au-dessus du prix de part. Donc, pour le dire autrement, avant qu'il y ait une baisse de part sur la SCPI à Trimotel, il faudrait une baisse de 15% de la valeur de reconstitution. Donc, on est plus près, en fait, d'une revalorisation à la hausse qu'une revalorisation à la baisse. Très clair. Je vais vous passer la parole, parce que du coup, on a été un petit peu plus long que prévu. Simplement, juste pour montrer un dernier outil qui vous permet de faire tout ça et qui résume tout ça. On a fait un portefeuille type de SCPI Tourisme avec vos deux petits camarades de jeu sur le secteur. Voilà, globalement, ce qui se passe, on a donc, vous voyez les indicateurs ici, on a un point d'attention sur la partie endettement d'Atrim Hotel, mais ça reste tout à fait raisonnable. Mais je pense que vous pourrez peut-être nous détailler un peu ce qui se passe sur ce volet-là. Et puis, voilà, on n'a pas de problème de liquidité second marché. Évolution à la part qui est en vert, ça veut dire que c'est ce qu'on vient de dire. Effectivement,
il y a un potentiel d'appréciation de la part. Sur les rentabilités, on calcule les rentabilités nettes de frais d'acquisition sur les périodes couvertes. Donc là, par exemple, on a fait une simulation sur un achat en 2019. Donc globalement, on voit que c'est net de frais d'acquisition, on est en positif. Donc il y a, les frais d'acquisition peuvent être substantiels. Et puis derrière, on a aussi la possibilité de faire des projections de portefeuille. Alors, qu'est-ce qu'on a projeté? Très simple, hein, pas de revalorisation de dividendes, pas de revalorisation de valeur de part. Donc, on est quand même assez conservateur et un peu pessimiste pour tout dire. À l'horizon de 15 ans, vous voyez que vous faites pratiquement, on est pratiquement sur du 70% net de frais d'acquisition. Donc, ça, c'est intéressant à mettre en évidence vis-à-vis des investissements qui peuvent se faire sur ce genre de fonds. J'en ai fini. Alors, juste une question, Marc, Oui. sur l'endettement. Comment vous calculez, comment vous calibrez la couleur orange résulte de quel calcul? Alors, en fait, excusez-moi. En fait, la couleur orange, elle va résulter, on compare par rapport à ce qui se fait sur le marché. Mhm. On prend la moyenne du marché. De mémoire, on doit être autour de 10% en moyenne marché. D'accord. Il y a des Ouais. SCPI qui sont à 0 et d'autres qui sont beaucoup plus. Et vous, je pense Mhm. que de mémoire, vous êtes à. On est à 21, ouais. Voilà. Excusez-moi. C'est pour ça. C'est pour ça que vous êtes en orange. Mais ça reste tout à fait un effet de levier qui peut être intéressant lorsque vous achetez du patrimoine sans avoir forcément la collecte. Donc, c'est un point d'attention, mais ça veut dire que ce n'est pas forcément un point rédhibitoire non plus, hein, bien sûr. Non, mais surtout qu'il est à mettre en relation avec en fait la caractéristique du patrimoine. Bien sûr. Donc nous, on a une durée ferme. En fait, on a 100% de taux d'occupation et sur une durée ferme de bail de 14 ans avec des grandes enseignes. Donc c'est aussi à l'aune finalement de la constitution de ce patrimoine et de sa visibilité en matière de revenus futurs, de cash flow, qu'on bâtit un niveau de LTV, on va dire absorbable pour la SCPI. Bien sûr. C'est clair. Ok. Je vous passe la parole. Je crois qu'on a un dernier petit sondage juste parce que je pense que c'est intéressant pour vous de savoir qui vous avez dans la salle. Je vais remettre en plein écran. Dernier petit sondage qui va vous permettre de nous dire si vous connaissez le gérant Atrim et puis si vous connaissez sa SCPI. J'ai ouvert les sondages, donc toujours pareil, en bas à droite, vous pouvez cliquer sondage. Et les 3 questions qui sont posées, c'est connaissez-vous le gérant Atrim et ses fonds immobiliers dédiés à l'activité touristique? Oui, je le préconise régulièrement. Oui, je connais le gérant, mais pas le fonds. Et non, je ne connais ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que je suis ici. Alors, on va vous laisser voter 3 petites minutes. Bon, vous avez des femmes dans la salle, Grégory, a Ah bon. priori. Je le préconise Je me dois d'être à régulièrement. la hauteur. Voilà, il y a quand même quelques je ne connais ni l'un ni l'autre, donc voilà, vous allez quand même avoir aussi de quoi convaincre. Évangéliser. D'accord. Voilà, ok, très bien. Allez, je vous passe la parole, Grégory. On a été un petit peu plus long, mais voilà. Merci beaucoup, Marc, pour cette présentation. Donc, je le disais en préambule, Atrim, on est une société de gestion qu'on a fondée en 2008. Et notre particularité, notre ADN, c'est d'être impliqué, d'avoir une conviction autour de l'investissement dans l'industrie du tourisme. Alors, je parle de tourisme, ce qui finalement englobe l'hôtellerie, mais pas que. On parle aussi de résidences de tourisme, on investit aussi dans des villages vacances, dans de l'hôtellerie de plein air. Et tout ça, on l'englobe quelque part dans la dénomination de tourisme qui peut évoquer le tourisme de loisirs, mais aussi le tourisme d'affaires. Et on a choisi d'investir dans autour de cette stratégie parce qu'il y a des fondamentaux structurels qui font de la place française, on l'a vu à travers les chiffres commentés par Marc, et puis aussi en Europe, et peut-être qu'on peut aller sur la slide qui évoque quelques chiffres. L'idée, c'est de ne pas vous abreuver de dizaines de chiffres, mais il y a quand même quelques critères qui sont importants d'avoir, des fondamentaux qui sont importants d'avoir en tête. Alors, notamment, si je me place au niveau de l'Europe, c'est 2 slides suivantes. L'Europe, c'est 50% de part de marché du tourisme mondial. Donc, ça veut dire que, et ça, c'est de façon structurelle, c'est-à-dire que chaque année,
il y a un touriste sur 2 dans le monde qui vient en Europe. Bon, la France, on le sait un peu plus, première destination mondiale. Donc ça, c'est des éléments qui ne datent pas d'hier et qui font de l'Europe, de la France, en fait, un territoire de prédilection pour investir dans le tourisme. Il faut savoir que c'est une industrie qui pèse à peu près 10% du PIB, en France et en Europe, 12% des emplois, non délocalisables. Et puis je disais, oui, c'est une des rares industries où on est champion du monde, comme l'est l'industrie du luxe française et l'industrie de l'aéronautique. Moi, je trouve qu'il y a quand même des correspondances assez intéressantes entre l'industrie du luxe et celle du tourisme, qui font que quand un groupe tel que LVMH va vendre ses sacs Vuitton en Chine ou aux États-Unis, quelque part, il vend un peu de la marque France à travers ses sacs. Et réciproquement, en fait, le tourisme français bénéficie aussi de ces ventes et de cette diffusion en fait du message français à travers le monde. Et d'ailleurs, ils s'y sont pas trompés, puisque le thème, c'est les Jeux Olympiques, et vous aurez noté que LVMH est un des sponsors majeurs en fait des JO. On trouve aussi une correspondance avec la notion de pricing power, la faculté pour une marque d'imposer ses prix, et nous, on l'a véritablement vu à travers ce qu'on investit chez des grandes marques, pour Atrim. Et on l'a vu ces 2 dernières années, en fait, les grandes marques ont eu une faculté, en termes de tourisme, de pratiquer des hausses de prix conséquentes, hein, voire même très conséquentes, donc finalement d'accompagner l'inflation. Et ça, quand on le traduit sur l'épargne, oui, effectivement, on en a bénéficié dans notre SCPI Atrim Hotel par l'indexation des loyers. Quand on a un acteur tel que le Club Med, par exemple, qui a augmenté ses prix de plus de 20% en 2 ans, bon, quand vous lui demandez une augmentation de loyer de 5 ou même de 10%, la discussion se passe assez bien. Donc, globalement, c'est un peu la conjoncture qui s'est opérée ces 2 dernières années. Puis, quand on regarde sur le temps long, encore une fois, je pense que les JO, c'est bien sûr très important. On est ravis d'avoir cet événement qui va être positif sur le tourisme. Mais nous, notre conviction, elle date, je le disais, de 16 ans. Elle se base sur le temps long. Quand on regarde sur le temps long, la croissance en fait des touristes dans le monde, on était à 950 millions de touristes en 2009, on va être à 1,5 milliard en 2024. On est sur des taux de croissance qui sont supérieures à la croissance du PIB, qu'elle soit française ou européenne. Donc encore une fois, ça conforte le fait qu'on est sur une industrie avec des fondamentaux structurels positifs. Alors ça, c'est une vision macroéconomique. Ensuite, avec qui on investit On investit, on le mentionne sur la slide suivante, avec des grands opérateurs. Alors, cette liste, elle est bien sûr pas exhaustive, mais c'est pour vous donner quand même un peu une idée de comment on façonne nos stratégies d'investissement. Et j'aime bien citer ces 3 noms parce que correspondent à des marques fondamentalement différentes dans l'univers du tourisme. Mais néanmoins, elles ont cet aspect commun d'avoir su, à un moment donné, disrupter leur marché et de créer une offre très particulière, d'être leader sur leur segment et, oui, d'avoir su réinventer les règles et de parler directement à leurs clients. Ça, c'est des critères qui, pour nous, sont essentiels dans la sélection de nos opérateurs. Il se trouve qu'il y a eu, dans l'industrie du tourisme, une révolution il y a une quinzaine d'années, avec l'émergence et l'arrivée d'acteurs qu'on connaît tous très bien, qu'on utilise, hein, les Booking, les Expedia, les Airbnb, et ce qu'on appelle un peu, dans le jargon, nous, les hôteliers sans hôtel. Et donc, ils se sont insérés dans la chaîne de valeur et qui ont forcé les opérateurs traditionnels hôteliers à se redéfinir et à repenser celui qui est essentiel, c'est le client. Et donc, à redéfinir l'expérience client, parce que sans quoi, ils allaient finir dans la marmite de ces distributeurs hein, que je viens de citer, Booking, Expedia. Et s'ils veulent échapper à ces opérateurs qui leur prennent quand même sur le chiffre d'affaires entre 12, 13 jusqu'à 20%. Hein. Donc sur un PNL hôtelier, c'est quand même très, très substantiel. Là, ils ont dû faire, ces opérateurs hôteliers, des choix et se dire finalement, quel est mon métier? Est-ce que mon métier, c'est d'être propriétaire de l'immobilier? Non. Mon métier, en tant qu'hôtelier, c'est de servir le client,
d'investir dans ma marque, d'investir dans la distribution, dans le parcours digital. Et donc, tout ça implique des ressources financières. Donc, ils ne peuvent pas tout faire. Alors, s'ils mettent de côté l'immobilier, ils se disent, en revanche, on a besoin de partenaires parce que un hôtel, c'est des murs, ça, on n'y changera rien. Et donc, ils ont besoin de partenaires investisseurs, si possible, de long terme, pour pouvoir les accompagner dans l'exercice de leur métier. Et quand on a cette vision industrielle et qu'on bascule côté épargne, en fait, on a un formidable chemin, une voie tracée pour pouvoir adosser des produits d'épargne à ce besoin industriel. Notre immobilier, dans les différents fonds qu'on a pu monter chez Atrim, est un outil d'exploitation pour des acteurs de premier ordre qu'on a sélectionnés et qui souhaitent être accompagnés sur le long terme. Donc, d'un point de vue épargne, ça permet d'avoir des baux de très longue durée avec des grands groupes, donc une qualité de signature plus que correcte, et surtout une visibilité des revenus, parce que quand je parle de baux de longue durée, on est sur des baux qui en France généralement sont de 12 ans, mais ça c'est plus une limitation liée à la fiscalité. Mais en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, on est sur des baux de 20, 25 ans, voire même 30 ans. Donc, par rapport à un placement récurrent de revenus issus des loyers, c'est un produit qui répond. On n'a pas je te disais, on n'a pas de sujet de commercialisation nous sur notre SCPI Atrim Hotel. Notre sujet, c'est de valider qu'on a le bon exploitant au bon endroit, qu'il y a un fonds de commerce établi sur cet hôtel. Mais une fois que cette analyse a été faite, donc ce qui nécessite aussi une expertise. Et chez Atrim, on a une 50aine de collaborateurs avec des personnes qui sont issues des grands groupes hôteliers, pour pouvoir valider ça a priori et aussi le travailler pendant la période de détention. Mais dès lors qu'on a balisé ça, on a une vraie visibilité sur nos différents revenus. Voilà. Donc oui, il y a eu cette crise du Covid qui a été un événement un peu inédit, une crise sanitaire qui n'est pas une crise en fait du modèle hôtelier. Et les chiffres des 2 dernières années démontrent qu'on est revenu sur des niveaux, on peut peut-être aller sur Marc, merci, sur la slide suivante. On est revenu sur des niveaux d'exploitation records qui sont même maintenant au-dessus de ce qui prévalait en 2019. Aussi bien d'ailleurs sur le tourisme de loisirs que sur le tourisme d'affaires. Tourisme de loisirs, on n'avait vraiment aucun doute là-dessus. Tourisme d'affaires, on pouvait se poser des questions avec l'émergence en fait du télétravail. Et finalement, le tourisme d'affaires est revenu sous une forme un peu différente. Et encore une fois, on revient à la réinvention de l'offre qui doit s'adapter aux demandes, mais on est plus quelque part sur un tourisme un peu hybride. Je montrais tout à l'heure l'exemple de Mama Shelter. Mama Shelter, c'est une bonne illustration de cette hybridation du tourisme où finalement on peut avoir des touristes qui arrivent pour du loisir et qui vont rester 2 jours de plus en télétravail. Et donc l'hôtel doit pouvoir s'adapter et avoir cette flexibilité qui permet d'être d'accueillir aussi bien des touristes de loisirs que des tourismes d'affaires. Et donc c'est plutôt cette tendance-là qui est le nouveau vecteur du tourisme d'affaires. Mais qui fonctionne très bien. Donc, ce que montrent ces chiffres-là que vous voyez à l'écran, notamment sur 2023, c'est que on a un indice qui s'appelle en hôtellerie le RevPAR, qui est le revenu par chambre. C'est donc l'indice de base pour calculer le chiffre d'affaires réalisé par chambre d'hôtel. Et on voit qu'on est sur des niveaux qui n'avaient jamais été atteints en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'est construit en fait ce chiffre d'affaires. Il s'est construit sur un niveau de fréquentation. En fait, le revenu par chambre, en fait, c'est la conjonction d'un indice de fréquentation qu'on appelle le taux d'occupation. Donc, c'est la fréquentation, l'indice de fréquentation de l'hôtel, et puis le prix moyen, donc le prix auquel on facture une chambre. Et on voit qu'au niveau de la fréquentation, on est arrivé à peu près au niveau de 2019, mais on est encore un petit peu en dessous. En revanche, en matière de prix moyen, on a augmenté très substantiellement les prix moyens des chambres, puisqu'on est passé de 100 à 123 en l'espace de 4 ans. Donc, ça fait complètement écho à ce que j'évoquais tout à l'heure en matière d'augmentation des prix. Et donc, on est véritablement en présence d'une industrie qui a su accompagner l'inflation. Bien sûr, parce qu'il y a eu une demande conséquente, mais aussi parce qu'il y a un pouvoir
de grandes marques d'imposer leur prix, parce que le fameux pricing power que j'évoquais tout à l'heure, et qui s'est manifesté complètement à l'occasion de ces 2 dernières années. Et qui a rejailli positivement, encore une fois, sur nos produits d'épargne, quand bien même on est sur des baux, je disais long terme, des baux de loyer fixe, indexés chaque année. On a pu indexer, parce que le bail doit le prévoir, mais ça, c'est un élément technique. Mais ensuite, il faut que le locataire et son activité sous-jacente permettent de pouvoir accepter ces hausses de loyer. Ça a été complètement le cas dans l'industrie du tourisme et en particulier chez nos grands opérateurs. Donc oui, le message, c'est que c'est une industrie qui a su accompagner l'inflation et les tendances 2024, on est sur la slide suivante, sont en ligne avec l'industrie. Là, c'est encore le bilan de 23, pardon, c'est cette slide-là. Voilà. La tendance 24 est en ligne avec ce qui s'est passé en 2023. Alors, bien évidemment, il y a l'événement phare que sont les JO de 2024. Alors, nous, sur les JO, bon, on est ravis, bien évidemment, de cet événement qui va durer 3 semaines, 3 semaines et qui doit accueillir une quinzaine de millions de visiteurs, et donc il va faire du bien, notamment avec le prix des chambres, mais c'est sur quelques localisations. Nous, en fait, ce qui nous intéresse plus, c'est toujours dans une vision long terme, c'est les 4 milliards de téléspectateurs. Alors je crois que c'est 1 milliard qui sont attendus pour la cérémonie d'ouverture, 4 milliards tout au long de ces JO. Et finalement, c'est surtout cet aspect-là qui nous est important, parce qu'il va renforcer en fait la destination France, et à travers France européenne aussi, pour les années à venir. Et c'est ce qu'on a pu voir aussi pour les JO de Londres en 2012. Donc nous, on compte surtout en fait sur cet aspect de capitalisation, de renforcement en fait de la demande touristique par cet élément phare que sont les JO, et donc la promotion de nos destinations, en tout cas celles qui sont investies dans la SCPI à Trimotel. Autre élément, Marc parlait tout à l'heure des investissements en infrastructure. En fait, le tourisme, on est sur une industrie de l'offre. Les chiffres que je vous ai indiqués au début sur le fait qu'il y ait un touriste sur 2 dans le monde qui venait chaque fois en Europe, chaque année en Europe, on a une demande en fait qui est inhérente aux marques. Il faut vraiment considérer la France comme une marque France et des sous-marques, les Alpes, la côte atlantique, les vignobles. Donc voilà, on a des marques fortes qui doivent néanmoins être entretenues, mais on a, du fait de ces marques, une demande qui est inhérente. Le tout, c'est d'avoir ensuite une offre d'hôtellerie qui soit adaptée et au niveau de ce que la demande naturelle par nos destinations, par nos marques apporte. Et donc, ça renforce encore une fois toute la légitimité d'une offre immobilière autour de l'industrie du tourisme, c'est qu'on répond finalement à une demande qui est une demande naturelle par rapport à ces marques-là. Je vous donne juste je pose juste un petit sondage. Vous voyez, on a, c'est pas dans la SCPI à Trimotel parce que c'est un actif qui fait plus de 100 millions d'euros, donc on a un Club Med aux Arcs, les Arcs Panorama, donc dans le cadre d'un club deal institutionnel. La première population, à votre avis, quelle est-elle, celle qui vient en janvier aux Arcs Panorama? Pardon, alors c'est un sondage qui n'était pas prévu, mais J'aurais dit une clientèle anglo-saxonne, mais bon, ce sont les Brésiliens. Ce sont les Brésiliens. D'accord. Ce sont les Brésiliens. Et pourquoi? Parce que bon, ça correspond à leurs vacances d'été. Les Alpes, c'est encore une fois une destination forte. Donc quand ils partent 3 semaines, alors ça correspond à une clientèle assez aisée, bien sûr. Quand ils partent 3 semaines en Europe, il y a forcément une semaine qui vont passer dans les Alpes françaises, et le Club Med, autre marque importante, est bien implanté au Brésil, et donc ils arrivent à drainer cette clientèle-là de façon récurrente, en fait, et pas uniquement sur notre Club Med, mais dans les Club Med des Alpes. Donc il y a vraiment ce pouvoir d'attraction, et le tout, c'est d'avoir une offre, donc un investissement qui puisse répondre à cette demande naturelle. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que oui, il y a des fondamentaux qui sont structurellement, on n'est pas. Alors, les JO, c'est super, mais c'est l'arbre qui cache la forêt.
Donc, il y a des fondamentaux structurels qui sont très positifs et sur lesquels repose notre conviction d'investissement dans le tourisme et notamment pour Atrim Hotel. Je rebondirai aussi sur les chiffres qu'on a vus tout à l'heure de l'investissement. On voyait 2,5 milliards à 3 milliards. Quand on raisonne sur l'actif, donc l'hôtellerie représente entre 15 et 20% en fait des investissements sur l'ensemble des actifs tertiaires, à la fois en France et en Europe. Et finalement, nous, on a créé Atrim Hotel en 2016 parce que ce qui existe à l'actif, donc au niveau des investissements, et la part du tourisme dans ces investissements, bah, ça n'existait pas au passif, en tout cas, enfin, dans l'offre de SCPI. Il n'y avait pas de brique dédiée à cette stratégie, à la fois tourisme et Europe. Et donc, c'est pour créer cette brique qui a du sens dans une allocation. En tout cas, on le voit à l'actif, donc c'est fait par d'autres acteurs, notamment institutionnels, mais ce n'était pas présent dans le grand public. Donc, c'est pour ça qu'on a créé cette SCPI. Alors, peut-être pour aller sur la slide suivante, nous, on a souhaité bâtir Atrim Hotel à travers cette orientation d'investissement, donc à la fois tourisme, Europe. Donc, on cherche à bâtir un produit qui soit à la fois un produit de rendement, ce qui est le cas d'une SCPI, mais aussi un équilibre avec la constitution, la valorisation du patrimoine dans le temps. Donc, il y a bien sûr du rendement, mais aussi le fait que quand le patrimoine a une résilience en cas de hausse de taux, hein, c'est ce qu'on a montré sur l'évolution de la valeur de reconstitution en 2023. On a pu être résilient parce que on est sur des localisations qui ont du sens et qui sont à même de générer de la création de valeur dans le temps. On a fait notre premier arbitrage en 2023 avec une plus-value, y compris en période de hausse de taux. Et c'est ce qu'on voulait démontrer, c'est que en fait, il y a une création de valeur et on sélectionne aussi des actifs qui sont à même de se valoriser dans le temps, y compris en période de vent contraire. Ce qui nous qualifie également, et au-delà d'Atrim Hotel, notre stratégie, c'est, donc je le disais, des grands exploitants. Alors j'en ai cité 3 tout à l'heure, mais plus largement, on est avec les plus grands groupes mondiaux, en tout cas soit sur le segment général, donc c'est des Radisson, des NH, BNB. En fait, on investit sur Atrim Hotel entre 2 et 4 étoiles. On ne va pas sur le super économique parce que on veut maintenir ce pricing power. Et on voit bien que sur le super économique, en période d'inflation, c'est difficile par rapport à la clientèle qui va dans ces hôtels d'augmenter les prix des chambres. Donc nous, indirectement, sur nos loyers, ça peut poser des sujets sur la faculté à indexer. Donc on veut maintenir ce pricing power. Donc ça commence avec le BNB pour donner une illustration, et puis on termine aux 4 étoiles. On ne va pas plus non plus haut, parce qu'après, on arrive sur des volumes d'investissement qui sont trop significatifs. Et donc, tout notre équilibre, c'est d'avoir une mutualisation du risque, donc une diversification. Aujourd'hui, on a près de 300 millions de capitalisation répartis sur 20 actifs. Donc, on investit entre 10 et 30 millions par actif. Et il nous faut du rendement. Donc, aujourd'hui, on est capable d'acheter aux alentours de 6,50. Et donc, du rendement. Donc, c'est-à-dire qu'on va être soit dans des localisations de très grandes villes en première périphérie, soit, même si là, avec le contexte économique de hausse des taux, on arrive à se rapprocher et à attraper des localisations plus de centre-ville, néanmoins avec du taux. Voilà. Mais donc, équilibre entre rendement et valorisation du patrimoine via des emplacements qui ont du sens d'un point de vue immobilier. J'ai vu qu'il y avait une question qui était... Alors moi, du coup, j'ai changé, donc là, hop, je remets ici, et oui, avez-vous envisagé d'investir sur du 4 étoiles placé sur de l'emplacement prime? Alors, l'emplacement prime, donc on fait référence à, par exemple, du Paris. Pour investir dans Paris, aujourd'hui, en dépit de la hausse des taux, c'est des emplacements, enfin, c'est des rentabilités de l'ordre de 4%, 4,50 pour offrir un dividende qui soit aujourd'hui compétitif
en SCPI, il faut investir, acheter aux alentours de 6,50, ce qui permet d'avoir un dividende, un taux de distribution qui soit supérieur à 5%. Donc du 6,50, aujourd'hui, on arrive à avoir des emplacements plus centraux qu'il y a 3-4 ans. Mais par exemple, en Allemagne, voilà, on arrive maintenant à aller sur des villes, ce qu'on appelle de classe A, hein, type Hambourg, Munich. Et donc, oui, en tout cas, on se rapproche. Et même si les emplacements sur lesquels on a investi depuis le départ dans Atrim Hotel sont des emplacements qui manifestent, en tout cas, où il y a une vraie création de valeur. Et il y a un deuxième sujet qui est fondamental qu'on doit expliquer, c'est aussi l'asset management qu'on crée et la possibilité d'avoir sur nos actifs un nouvel exploitant ou une montée en gamme. Le succès, on parlait tout à l'heure du Club Med sur 20 ans et de création de valeur autour de cette marque, c'est la réussite d'une stratégie de montée en gamme. Et ça, c'est vérifié sur le Club Med, mais ça peut se faire aussi sur d'autres actifs. Aujourd'hui, on a, par exemple, je parlais tout à l'heure de la marque Radisson, avec laquelle on est en bail, notamment sur une ville comme Nuremberg. Nuremberg, alors, bon, on connaît un peu de nom, bien sûr, mais c'est une ville de plus de 500 000 habitants. Donc, c'est la taille de Lyon. On est en centre-ville de Nuremberg sur un parking qui est la marque 3 étoiles de Radisson. Voilà. Là, on acte avec Radisson qu'on va passer maintenant en marque Radisson, donc on va monter en gamme. L'emplacement fait que de centre-ville, et l'exploitation qui est positive, fait que l'exploitant est tout à fait favorable à investir dans les travaux de montée en gamme. Et donc voilà, c'est à chaque fois des partenariats win-win entre le propriétaire immobilier et l'exploitant pour se dire, on monte en gamme, donc l'exploitant doit avoir une meilleure marge et puis nous, un meilleur loyer à terme sur cet actif. Donc la création de valeur, elle se fait bien sûr par l'emplacement, mais aussi par une politique d'asset management, de suivi. Je disais, on n'a pas de commercialisation, mais en revanche, on a un suivi, mais hyper régulier avec nos exploitants. On les challenge aussi. Moi, à cet emplacement-là, quand on l'a acheté en 2018, j'étais convaincu qu'il y avait ce potentiel de montée en gamme qui pouvait s'opérer. La discussion, elle a lieu maintenant en 2024. Elle a été un peu ralentie avec l'effet Covid, mais les effets structurels sont toujours là. Et la création de valeur à venir, elle est là. On a pu aussi, sur d'autres hôtels, changer d'opérateur. On était en Allemagne, toujours avec un franchisé sur un Ibis Style. On connaît bien B&B, on sait qu'ils ont une volonté de se développer assez forte. Il y a 2 ans, on a opéré un changement on a mis en relation les 2 opérateurs. Et désormais, c'est B&B qui est devenu notre locataire. Ça nous a permis de passer d'un franchisé qui avait 8 hôtels à un groupe qui a 600 millions de fonds propres, de rallonger la durée du bail. Et voilà aussi, d'avoir une création de valeur d'expertise de l'ordre un gain de l'ordre de 10%. Donc, il y a bien sûr, oui, le contexte de hausse des taux qui a prévalu, mais on est plus que jamais dans une ère de la gestion, de l'asset management et de la création de valeur intrinsèque qu'on peut avoir sur les actifs. D'où on en revient à la notion d'expertise, expertise qui est un secteur particulier qui est l'industrie du tourisme. Et voilà, c'est ce qu'on travaille depuis 15 ans et ce qu'on met en œuvre, notamment sur le patrimoine de la SCPI Atrim Hotel. Alors je crois qu'on est arrivé au bout. Il y a eu des questions en cours de route. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se présentent dans la salle? Merci beaucoup, Grégory, pour tous ces éléments. Moi, j'avais dans la continuité de ce qu'on était en train d'échanger là, j'avais une question sur quand vous avez le Club Med face à vous. Il dit qui dit je vais faire des investissements, vous répartissez, enfin, il y en a une partie qui est prise à la charge du propriétaire. Comment ça se passe, la discussion avec eux? Parce que bon, j'imagine que vous n'allez pas aller acheter les cuillères et les fourchettes qu'ils vont utiliser. Bon, mais comment se passe la répartition dans les investissements pour mettre à jour le bien en fonction des conditions que eux ressentent ou des besoins que eux ressentent dans l'exploitation? En fait, il y a 2 choses. Il y a déjà le sujet de l'entretien de l'actif, et ça, normalement, c'est à la charge de l'exploitant. Et on le définit dans le bail, ou en tout cas, on l'analyse, nous,
à chaque fois en due diligence avant d'acheter un hôtel, et on sait que pour l'entretien, bon, après, ça dépend un peu des niveaux de gamme, mais vous avez, l'hôtelier doit dépenser entre 3 et 4% de son chiffre d'affaires chaque année pour entretenir un actif. C'est une règle un peu de base dans notre milieu. Et donc ça, on s'assure que dans nos baux, il y a bien cette obligation qui échoit aux locataires. Ensuite, il y a les sujets de création de valeur. Donc là, on sort quelque part un peu de la logique un peu binaire d'entretien, de travaux défensifs. Et si il faut, je dis n'importe quoi, moi, passer d'une gamme 3 étoiles à un 4 étoiles, là, on sort du contexte du bail. Donc, c'est une discussion qu'on a avec l'exploitant, et donc on doit s'assurer, nous, que sur un nouveau modèle ou une extension d'un nombre de chambres, on regarde le business plan d'exploitation. Généralement, c'est des discussions qui sont plutôt des discussions où les choses vont bien, quoi. On voit qu'il y a un potentiel, et généralement, ça se partage assez bien entre l'analyse entre le propriétaire immobilier que nous sommes et l'exploitant. Parfois même, ça vient de nous. Hein, on voit un taux d'occupation qui est à 90-95%. Bon, on se dit que l'hôtel, il a besoin de plus de chambres. Ou on se dit qu'il y a une possibilité de monter en gamme. Donc, dans ces cas-là, l'échange qu'on a avec l'exploitant, c'est de dire, voilà, nous, on challenge en fait un business plan d'exploitation. On se dit, qu'est-ce que ça va apporter cette marque, cette montée en gamme? Donc, on part du business plan de l'exploitant, on regarde les coûts en face de réalisation, et on regarde quel loyer marginal nous, on peut obtenir. Et en fait, toute la logique, on va sur ce type d'investissement. À partir du moment où l'investissement marginal qu'on fait est relutif, je dis n'importe quoi, si on a un rendement de 6%, il faut qu'on soit peut-être à 7 ou 8 sur le marginal. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ce que j'appelle le win-win, c'est qu'à la fois, l'exploitant doit à la fin obtenir une meilleure marge suite à ce type d'investissement, et nous, en tant que propriétaire immobilier, un meilleur rendement locatif.